Africa Time. Spécial Cameroun. Un paradis confidentiel. Action. Autant être honnête tout de suite, on m'avait bien informé des risques que je prenais en allant au Cameroun. Non pas parce qu'un tremblement de terre imminent menaçait le pays des lions indomptables, mais à cause de leurs femmes. Les femmes camerounaises ont une particularité. Elles ont comme un filtre d'amour dans les yeux. Il leur suffit d'un seul regard pour bouleverser les destins. Tout se passe dans le regard parce que nous, les femmes camerounaises, nous sommes naturellement jolies, envoûtantes à la limite. Feu sur vous, madame, vous êtes vaincue. En marchant donc ce premier jour à Yaoundé, je fais bien attention à regarder continuellement mes souliers. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont beaux. J'essaie juste de préserver ma famille et mes enfants à bas âge du coup de foudre tonitruant qui pourrait me faire changer le sens de mes priorités. En arrivant au Cameroun en plein été, je suis habité par une pléthore de curiosités. Certes, ils sont nombreux à l'affirmer, mais le Cameroun est-il un paradis confidentiel? Le Cameroun est un très beau pays. Si on l'appelle Afrique en miniature, ce n'est pas tout à fait le fait du hasard, non, ce n'est pas volé. Et nous devrions tous les Camerounais, travailler à être à la hauteur de cette réputation. On sent un peu de dépit. C'est-à-dire que le fait que le Cameroun ne soit pas suffisamment promu, ne soit pas suffisamment connu. Le Cameroun est plutôt un paradis confidentialisé. Parce que le pays, comme il se fait appeler, c'est une Afrique en miniature. Il concentre à lui tout seul toutes les spécificités culturelles, démographiques, géographiques, écologiques de toute l'Afrique. Qu'il ne soit pas seulement un paradis matériel, mais qu'il devienne aussi un paradis pour la pensée, pour la société, pour l'humain et pour le social. Et confidentiel, qui cesse d'être confidentiel, que le monde le connaisse, que les gens viennent. Il ne faut jamais penser qu'on est dans un paradis total. Le paradis, on va le trouver, nous l'espérons tous dans une autre vie. Il me souvient qu'une fois, le Cameroun était effectivement ce paradis où les gens savaient se moquer d'eux-mêmes. Et maintenant, les Camerounais sont devenus tellement sérieux. Nous avons dans notre pays une jeunesse très engagée, dont je fais partie, et qui a l'engouement, l'envie de faire évoluer les choses dans le pays. Pourquoi un pays concentrant un tel éventail de potentialités, de talents, occupait-il en pole position les chroniques négatives dans les médias sociaux? Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que au Cameroun, il y a feu, il y a sang. Les langues des Camerounais sont un peu, des fois, amères. Les aspects qui sont positifs, là où les choses bougent, vous remarquerez que les Camerounais n'en parlent pas. Pourtant, il faut vraiment en parler. Comment comprendre le décalage qu'il y a entre le volume des réalisations et le déficit de communication qu'on peut observer sur le Cameroun? C'est une évidence qu'il y a un décalage entre des réalisations, entre les réalisations et le niveau de communication qui en est fait. Si vous vous vendez à petit prix, ne vous étonnez pas qu'on négocie à vous avoir gratuit. Pour mieux appréhender les réalités camerounaises, nous allons donc voyager.
Nous irons à Lompangar. I guess now it's time for me to give up. À Bet-Penoun, en plein cœur du royaume Bamoun. Bienvenue à Bet-Penoun. All the times that you rain on my parade. Nous irons aussi à Mainveleux dans le sud. 700 km pour partir de Lompangar, à l'est du Cameroun, à Mainveleux, où nous sommes en ce moment. Nous visiterons également le stade d'Olembe, en construction pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est dirigé depuis 36 ans par le même président, Paul Biya. L'Onkouni renouvelle son appel pour la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018. Guide pratique du secret de cette longévité. François Hollande, qui a fait une visite au Cameroun il n'y a pas longtemps, marqué par cette petite phrase du chef de l'État, le nôtre, le président Paul Biya, qui avait dit « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure au pouvoir qui peut ». Ouais, un peu maigre comme explication. Il nous en faut un peu plus. Pour essayer d'avoir une autre analyse, nous ferons recours à la psychologie de comptoir, en allant fouiller dans le passé du président. Et c'est non sans mal que nous retrouverons en zone forestière du centre Cameroun un de ses anciens camarades de classe. Jean de Dieu Mangoung Yem est sur son 31 pour nous accueillir. Alors, il était comment, le jeune Paul Biya, au séminaire d'EDA? J'ai servi successivement sous les ordres d'André Soukadou, Roland Prix, Pierre Mesmer, Jean Ramadier et Xavier Touré, qui a conduit le pays à l'indépendance le 1er janvier 60. Au fait, voyons, on parlait du président. Paul Biya avait été pour nous un exemple. Un monsieur simple, généreux, calme, paisible. Parce qu'il nous arrivait de fois de faire grève. On nous donnait du manioc tout le temps, tout. Il nous arrivait de dire qu'aujourd'hui on ne mange pas le manioc. Et c'est lui qui se présentait en modérateur, nous disait non, ne faites pas ça. Tout ça. Lui ne voulait jamais, il voulait que le bien, il n'a jamais voulu le mal. À croire que la personnalité et le caractère se forment définitivement dans les années de jeunesse. La colère, l'orgueil, la vanité, si on veut grimper là-haut, avec toutes ces charges lourdes, on finit toujours par dégringoler. Si le Cameroun peut, le Cameroun peut faire une erreur, n'est-ce pas, de placer un type maintenant, une autre personne, n'est-ce pas, à la tête du pays actuellement, ce serait une catastrophe. Voilà. Vous êtes sans savoir que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a donné Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il est mon camarade de classe, il a été mon camarade de classe, mais c'est Dieu qui a donné Paul Biya au Camerounais. Oui, c'est bon, doyen, on a compris. En matière de placement de produits et de camaraderie solidaire, on n'a pas trouvé plus efficace que le vieux Jean de Dieu Mangoung. Et d'ailleurs, il a quelques conseils de solidarité adressés à la jeunesse camerounaise. Comparativement à ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous vivez, nous étions un groupe soudé. Un groupe qui, par exemple, j'avais un problème, ils prenaient ça comme un problème, leur problème. Mais aujourd'hui, chez vous, c'est pas la même chose. L'avez-vous souvent croisé depuis qu'il est président, doyen Jean de Dieu? Depuis que Biya est aux affaires, il m'a tiré et il m'a fait beaucoup de bien.
Donc il reconnaît Voilà, il reconnaît la camaraderie de l'époque. Après ces enseignements d'un aîné, nous reviendrons à Yaoundé. Nous y avons pris rendez-vous avec Roger Milla, la légende du football mondial. Qui ne connaît pas Roger Milla? Phénomène sportif, footballeur du siècle. Roger Milla, c'est un homme tellement affable, avec un immense talent. La première fois que j'arrive en Chine, on regarde mon passeport, on dit Cameroun, ils disent Roger Milla. C'est pour dire que vraiment, Roger Milla est plus célèbre que nous tous. Mais Roger Milla a apporté beaucoup de bonheur. Pas qu'au Camerounais, mais à toute l'Afrique entière. Parce que quand je vais dans d'autres pays, par exemple du continent, voire même d'ailleurs, même par exemple au Proche-Orient, Roger Milla est vraiment une icône. Un jour, je suis allé à Bruxelles et je prenais une chambre à l'hôtel vers la gare du Midi. Et puis, j'ai donc dit, je suis Camerounais. Et puis, le gars, je pense que ça devait être un Marocain, qui dit « Ah, Roger Milla, Cameroun, mon Roger Milla !» Et puis, ils m'ont fait un rabais de 20%. Ce n'est pas le fait du hasard qu'il soit devenu ambassadeur itinérant, c'est une forme de reconnaissance. S'il fallait rajouter une image aux armoiries du Cameroun, ce serait celle de Roger Milla. Les ingénieurs et les techniciens l'ont dit, ils ont dit à tout le monde qui voulait attendre. Octobre, novembre, les salles seront prêts. Donc octobre, novembre, c'est dans quelques 5-6 mois. Nous voulons tous, mais je pense que le Cameroun est prêt. Nous ne voulons pas faire comme les autres pays, passer à côté de la CAN. Déjà que nous sommes passés à celle de 72. Nous ne voulons pas que ça se répète. Vous étiez là en 72? J'étais là, mais j'étais présélectionné. Ah, d'accord. Voilà. Nous ne voulons pas que... l'entraîneur m'a demandé de respecter les aînés. Oui. Parce qu'il y avait Yevga Maya qui venait de la France, qui était avant-centre. Il y avait le Manga Ongbené qui était avant-centre. Moi, on m'a dit... Jean-Pierre Tokoto, il était là? Il m'a dit que, oui, il a dit que j'étais encore jeune, qu'il fallait attendre. J'ai attendu. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, tous les regards sont braqués sur le Cameroun. Les questions fusent de toutes parts sur l'opportunité pour le Cameroun d'organiser cette compétition. Opportunité, ça c'est sûr. Une Coupe d'Afrique, c'est comme une Coupe d'Europe, c'est comme une Coupe du Monde. N'est-ce pas, ça attire à vous les regards. C'est les télévisions qui vous retransmettent, d'autant qu'on s'est rendu compte depuis 2 ou 3 éditions que les Coupes d'Afrique sont très regardées en Europe. Imaginez-vous que depuis la dernière organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, depuis 1972, le Cameroun en a remporté 5 hors du pays. Alors je crois qu'aujourd'hui, il est heureux que cette CAN soit organisée au Cameroun. Ce rendez-vous va attirer sur le Cameroun suffisamment de projecteurs et donnera l'opportunité au pays d'une exposition médiatique qui nécessairement portera des fruits sur plusieurs autres domaines. La question de la disponibilité des infrastructures dans les délais se pose également. Pour en avoir le cœur net, nous irons à Olembe, dans la banlieue de Yaoundé. C'est ici que sort de terre, à vitesse grand V, le futur plus grand stade du Cameroun. C'est un projet très important pour les Camerounais, pas seulement pour le CAN 2019, ça c'est un petit élément. Globalement, le projet est très important et l'idée c'est pour être sûr à 100% ou même plus que ces projets, ça va être délivré en temps et ça va être délivré en temps. Et aussi, la qualité de ce travail va être le meilleur. La construction du stade a généré un millier d'emplois. C'est 1200, mais ça augmente chaque jour des Camerounais. Et puis, on a des autres employés qui viennent un peu de tous les pays du monde parce que pour certaines choses, on a besoin d'une expertise particulière. Par exemple, pour la grue de 600 tonnes, il faut un permis particulier pour la conduire. Et comme elle n'était pas disponible au Cameroun, mais ça vient de l'Afrique du Sud, le conducteur, c'est un Africain du Sud. Les familles ont une place importante. Can't believe that I caught my man cheating, so I found another way to make
suis impressionné, c'est la première fois que je vois une femme faire un travail comme ça. Non, il faut juste avoir l'amour pour son travail, un peu de courage. Le fer n'est pas aussi difficile que ce que vous voyez, c'est pas difficile. Vous êtes une vraie dame de fer là. Je me bats, monsieur. Vous battez, mais il y a surtout que j'ai l'amour pour mon pays. Je veux que le stade avance. Je veux qu'il ait la canne ici. Alors, vous êtes responsable de la sécurité sur ce chantier de construction du stade de Lembe. Quand vous avez appris que vous étiez retenu pour ce poste, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était une très grande joie pour moi, savoir que j'étais retenue. C'est vrai que je suis confiante de mes compétences, mais je crois que Dieu était quelque chose parce que je crois en Dieu. Est-ce que vous sentez une responsabilité? Oui, c'est une très grande responsabilité de gérer un aussi grand projet. Nous avons plus de 1000 personnes, nous aurons plus de 2000. Et gérer un aussi grand projet avec un objectif de 0 accident sur le chantier, c'est une très lourde responsabilité. Construire en 18 mois un stade qui demande normalement 3 ans de travaux a nécessité une mobilisation de moyens colossaux. On a 22 grues et on est fiers d'annoncer qu'on a la grue la plus grande d'Afrique centrale. C'est la grue rouge que vous voyez au milieu du stade, la Mamouette, oui, qui a une capacité de 600 tonnes. Et maintenant, ils sont en train d'allonger le bras parce que cette grue va être dédiée pour l'installation de la toiture. Après le bruit des marteaux, les scies à métaux, nous avions besoin de vacances. Merci beaucoup. Cap sur Pet Penoun, au cœur du royaume Bamoun. Sur la route de Pet Penoun, soufflé par la beauté des paysages, je m'interroge sur ce potentiel touristique en hibernation. Il y a très peu de touristes qui viennent au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils vont au Kenya alors qu'ici aussi on a perdu beaucoup de choses. Moi j'ai fait des films du côté de Ouaza, j'ai été avec Jacques Dutronc, avec Patrick Grandperret. Tous les jours, à 14h, nous étions sûrs d'avoir des troupeaux de 400 éléphants. Parce que la particularité du Cameroun, c'est qu'à la différence du Botswana, ce n'est pas des troupeaux de 20 éléphants. C'est des troupeaux de 400-500 éléphants. Et lorsqu'on a fait le maître des éléphants, de Patrick Grandperret au nord, avec Jacques Dutronc, il n'y a aucune scène truquée dans les scènes avec les éléphants. Néanmoins, nous pouvons dire que sur le plan touristique, des efforts appréciables sont faits et ils sont portés par l'initiative privée. Nous pouvons citer entre autres le domaine de Pet Penoun dans la région de l'ouest Cameroun, dans le royaume Bamoun. Nous pouvons citer Ecopark, une réserve totalement plaisante en plein cadre urbain à Yaoundé. Arrivé à Banganté, nous prendrons le grand raccourci que le gouvernement vient de faire construire. Il relie directement Banganté à Fumbot, soit un gain de temps d'1 heure. Nous sommes toujours en terre africaine, à la recherche de notre paradis perdu, ici dans cette oasis, au cœur du Cameroun profond. Bienvenue à Pet Penoun. Nous arriverons à Pet Penoun, accueillis par le directeur adjoint du domaine. Ah, monsieur Youdoum. Oui. C'est très beau chez vous. Merci beaucoup. Alors, je vous présente Kaïdji. Enchanté, madame. Vous êtes les bienvenus. Et Sabine. Enchanté, madame. Vous êtes les bienvenus. Alors, notre équipe qui part de Paris pour venir découvrir ce lieu, à la réputation établie, on nous en a parlé partout dans le monde. C'est un lieu qui appartient à un industriel français basé à Bafoussam. Il fait dans la savonnerie. Alors, travaillant beaucoup, il avait besoin de détente. Et comme c'est un chasseur, il parcourait des villes, des villages pour chasser du canard blanc. Et il a rencontré cet endroit, qui avait un environnement bien accueillant, c'était mieux pour lui. Il s'est installé. Et c'est ainsi qu'il a bâti le tout premier bâtiment que vous voyez en face, 5 chambres. Et il faisait venir des amis nationaux et européens tous les week-ends pour le partage et pour la chasse. On profitera à fond des activités. Toute la journée, dans le feuillage au pied de cette colline, les oiseaux chantent de douces ballades avec une justesse vocale déconcertante. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse,
J'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour. La force de Pet Penoun tient à la rigueur du personnel qui prend son rôle très au sérieux. Nous avons au total 23 employés permanents. Nous avons une quinzaine d'employés saisonniers. Donc on les prend par à coup. Comme là, début de la saison des pluies, on va en recruter certainement pour essayer de maintenir l'environnement tel que vous le voyez. Si je veux répartir, nous avons 2 équipes pour la cuisine. Et cette équipe est constituée de 4 femmes. Une cuisinière, une serveuse qui est à l'accueil et 2 à la lingerie. Et là, ces 2 équipes, ça fait 8 personnes. À la tombée de la nuit, on s'empresse vite de s'emparer de bungalows. Dormir dans un lieu pareil vous coupe finalement le sommeil. On passe la nuit à toucher les murs, comme pour se rendre compte que l'endroit est bien réel. On hésite à faire un commentaire élogieux, de crainte qu'il ne soit victime de son succès. Avec l'avènement de la démocratie au Cameroun, la libéralisation de l'audiovisuel est survenue au début des années 2000. 188 stations radio, une trentaine de chaînes de télé et près de 600 parutions de journaux, autant de partis politiques. C'est le plus beau cadeau que le Cameroun a reçu. Je crois que cette liberté n'avait pas un peu évolué comme elle a évolué, le Cameroun serait dans un état catastrophique. À l'époque coloniale, il était impossible de parler. Par exemple, vous parlez, on vous tue. Je me souviens que quand je travaillais avec les Mesmer, ça parlait de Oumniopé, là où ils étaient, on vous abattait. Oui, je crois qu'il y a eu sur le plan des libertés, au moins d'expression, il y a eu une avancée certaine. Et je crois que c'est bien pour le Cameroun. La liberté d'expression a-t-elle apporté du progrès au Cameroun? Le boom de l'audiovisuel au Cameroun, ça n'a pas apporté que du bien. Malheureusement, cette liberté d'expression est utilisée vraiment à des fins négatives, néfastes. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le débat, déjà même le débat intellectuel n'existe presque pas. Parce que quand vous suivez la plupart du temps des débats, c'est la foi d'empoigne, c'est l'invective qu'on vit au quotidien. Si on zappe sur les télévisions camerounaises, on voit les mêmes débats, les mêmes débatteurs qui vont de chaîne en chaîne. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui reste sur un créneau crédible. Antoine de Saint-Just disait, pour enraciner la démocratie, il faut la faire aimer. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie pour faire aimer la démocratie. La pluralité ne doit pas mener à l'anarchie. En parlant de médias, bientôt 40 ans que l'Office de radio et de télévision publique du Cameroun opère. I cry and you comfort me. Cette âme qui scrute l'horizon à l'infini est aussi un fin connaisseur du passé. Le talent, la perspicacité, c'est dans la lignée des grands journalistes camerounais et de belles voix qui ont su montrer à quel niveau il fallait prendre le Cameroun. Charles Ndongo est une notabilité dont le parcours épouse les contours de l'audiovisuel moderne au Cameroun. Mais c'est l'historien qui nous reçoit au 11e étage de la tour d'aluminium de Cameroun Radio-Télévision. Manager affectif à l'autorité bienveillante, nous avons pris rendez-vous ici à la tour de Mbala 2, c'est à Yaoundé, dans le centre-ville de Yaoundé, avec le directeur général de la télévision du Cameroun, Charles Ndongo, qui accepte de nous accueillir ici avec une très grande bienveillance. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour. Alors, vous êtes un témoin vivant de l'histoire du Cameroun ces 30 dernières années. Est-ce que vous vous souvenez de votre première apparition à la télévision? Oui, bien sûr, ma première apparition à la télévision doit remonter au 8 août 1985. Ah d'accord.
Alors ce jour-là, nous étions quasiment la veille d'un rendez-vous international et national extrêmement important, puisqu'il s'agissait de la première visite du pape, d'un pape au Cameroun, en l'occurrence le pape Jean-Paul II. Est-ce que vos camarades et vous, à l'époque, vous aviez conscience de la responsabilité que cela impliquait de lancer la première chaîne de télévision au Cameroun sans référence avant? Oui, naturellement, nous nous prenions pour des pionniers, nous avions cette âme-là et c'était un événement merveilleux dans tous les sens du terme, parce que les Camerounais découvraient enfin la télévision, dont ils ont entendu parler dans d'autres pays. Ils se demandaient alors à quand notre tour. Les essais avaient été concluants quelques mois avant à Bamenda, à l'occasion de la naissance du parti, qui était encore parti unique. Aujourd'hui, on est en plein boom démocratique. Et évidemment, les gens avaient très rapidement pris goût. Je crois qu'il y a eu un 20 mai, immédiatement après, il y a eu un deuxième essai. Et puis alors, là, le grand début, c'était donc à l'occasion de cette visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. Oui, je pense que nous étions très conscients, nous étions motivés d'une manière très particulière. Et on nous avait coaché un peu comme les Lions indomptables à la veille d'un très très grand match. Et depuis, vous êtes devenu une figure qui habite les imaginaires collectifs des Camerounais. Est-ce que vous, à l'époque, vous aviez quelques figures tutélaires qui squattaient votre imagination? Oui, bien sûr. J'avais eu le privilège, avec certains autres, Denise Epoté, Adamou Moussa, Alain Bélibi et pas mal d'autres, de faire un stage qui nous avait beaucoup marqué à TF1, où régnait en maître Yves Mourouzi, de regrettée mémoire, qui présentait, il trônait littéralement au Trésor avec Marie-Laure Augry. Alors, il y avait aussi un très célèbre chef du service politique aux cheveux grisonnants, que j'aimais beaucoup entendre. Je dois vous dire que c'est lui qui m'a donné le goût de la chronique politique. Parce que rien qu'à le voir, je me suis dit, alors pourquoi je ne tenterais pas? Et c'est comme ça que, bon, on a pris certains réflexes, on a donné certaines habitudes. Quels mentors affectifs vous ont accompagné jusqu'à ce jour? Alors, mon mentor affectif, le premier dans mon iconographie personnelle, c'est Henri Bandolo. C'était un formidable orateur et aussi c'était un créateur phénoménal. Si j'essayais de marcher sur ces brisées-là, peut-être que quand il sera question de voir ce que j'aurais apporté, on trouvera quelques traces, sinon quelques marques. En tout cas, vous avez vite appris. Vous avez eu l'occasion de souvent interviewer le président de la République du Cameroun, dont la rareté de parole est connue de tous. Alors, je vais vous demander un petit exercice qui va faire appel à vos neurones. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le président Paul Biya? Oui, la première rencontre, je m'en souviens comme si c'était hier. D'autant plus que j'avais été quelque peu frustré parce que, figurez-vous, c'est le jour où il prend le pouvoir, le 6 novembre 1982. Nous avons vécu, jeunes journalistes, à côté de nos aînés, toute la journée, cette journée qui était historique. C'était la première fois que le Cameroun changeait de président. Le président Idjo avait démissionné 2 jours avant. Et donc ce jour-là, nous allons au Palais de l'Unité et à l'entrée de la grande salle des banquets, le chef de l'État et son épouse accueillent tous les invités. Alors comme j'étais le plus jeune du groupe de journalistes, au dernier moment, on m'a donné le nagra à porter. Or, le nagra, c'était assez encombrant. Pour les services de sécurité et du protocole, ce n'était pas acceptable que quelqu'un vienne saluer le chef de l'État, nouveau chef de l'État, les bras encombrés. Donc on m'a écarté au tout dernier moment. Je dois vous dire que j'en ai éprouvé une réelle frustration. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want you. À quelques kilomètres à vol d'oiseau de cette tour, les Yaoundéens se ruent en masse le week-end à Eco Park. Cet Éden, situé dans la proximité de Yaoundé,
dégage comme un parfum d'éternité. Ce qui est sans doute l'idée qui habitait son génial concepteur. Je voudrais illustrer ma contribution, ma modeste contribution à la construction de notre pays par une sagesse bien africaine. Dans un village, il y avait un incendie, toutes les forces vives se sont rassemblées pour l'éteindre. Et le colibri, un colibri, avec son petit bec, allait également puiser de l'eau pour y contribuer. Et voilà que le toucan lui demande: penses-tu vraiment qu'avec ce petit bec et cette petite eau que tu vas verser dans l'incendie, ça peut l'éteindre? Le colibri dit: je fais ma part. Voilà ma part dans la construction de ce pays. Si vous aimez la nature, si vous aimez être en famille, avec des amis, vous amuser, profitez de l'environnement dans un cadre idéal, Ecopark c'est l'endroit. Il n'y a pas à dire magnifique, calme et surtout un coin familial. Jusqu'au personnel, parce qu'on sait comment le renvoyer. Vous vous sentirez à la maison, pourquoi même pas au village, si on peut dire comme ça. En signant ce lieu de déception qui va se bonifier avec le temps, Fouendi Christophe a voulu tatouer les mémoires irrémédiablement. Un bras de rivière dont le clapotis régulier des eaux file comme un frisson de bonheur. Le parc animalier avec quelques espèces pleines de facéties. Tous ces animaux qui sont là, c'est beaucoup plus pour sensibiliser, être à l'écoute de la nature. Un enfant qui naît aujourd'hui, il faudra lui faire inculquer certaines notions concernant la nature. Nous, on fait dans la protection de l'environnement. Une succession d'étangs submergés de poissons à la chair onctueuse. Ecopark, en réalité, est né en 2011 lors du commissariat pastoral de Bolova, où le chef de l'État a interpellé beaucoup de promoteurs nationaux à s'investir dans l'aquaculture. Nous y avons découvert un style de gastronomie nouveau. La gastronomie qui soigne les âmes. Ici, dans notre cuisine, nous trouvons du traditionnel. Les 10 régions du Cameroun, nous avons le centre, le sud et tout ce qu'on peut trouver au Cameroun comme art culinaire camerounais. Nous avons du poisson par l'étouffée, nos poissons dans nos étangs. Nous avons du kanga, nous avons de la silure fait à l'étouffée de façon dont nos grands-mères le faisaient auparavant. Nous avons eu à mettre en place un centre de formation professionnelle qui nous permet d'avoir tous les apprenants de ces corps de métier qui peuvent exercer directement dans notre restaurant. Le domaine Ecopark a l'ambition d'aller loin et a donc fait appel à un spécialiste surqualifié pour modéliser son équilibre financier et densifier son tour de table. Il faut absolument qu'il y ait des investissements participatifs pour renforcer cette position qu'a eu le promoteur, de dire je vais sur fonds propres, mais il ne faut pas prendre le risque seul. Il ne faut pas prendre le risque seul quand on veut se déployer sur le plan déjà de la zone CEMAC, le plan national déjà, le plan de la zone CEMAC et la zone hors CEMAC qui est la zone internationale. Toutes ces nouvelles entreprises qui naissent seront confrontées à une problématique au Cameroun. L'offre énergétique du pays est érodée depuis quelques années par un déficit important. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. À Théodore Sangou, le patron d'EDC, le président Paul Biya lui-même a assigné la mission de construire le barrage de Lompangar. Paraît-il, après le barrage de Lompangar, on va faire maintenant le barrage de la Fampangar. Et tout ça, c'est de l'énergie. Un peu d'humour pour dérider le très sérieux patron d'EDC, l'équivalent camerounais d'EDF, Théodore Sangou. Reconnu, sa compétence en ingénierie des travaux publics ne fait pas débat. Redouté,
Sa grande capacité de travail et son intégrité le maintiennent en liberté surveillée. Quand on a parlé de Lompangar à votre très dynamique chargé de la communication, il nous a dit, je vous arrête tout de suite, il y a une seule personne qui peut vous en parler avec une vraie verve savoureuse, c'est mon directeur général. C'est une histoire de passion, Lompangar pour vous? C'est vrai que c'est une passion parce que ça fait 20 ans que je travaille sur Lompangar. Il faut combien de temps entre la décision et la réalisation d'un barrage? En général, il faut entre 6 et 8 ans. Le Cameroun possède un très grand potentiel hydroélectrique. Quels sont les ratios d'exploitation au jour d'aujourd'hui? Très faible. Vous savez, le potentiel hydroélectrique du Cameroun est estimé à presque 20 000 mégawatts. Et sur les 20 000 mégawatts, ce qui est déjà exploité, c'est moins de 2 000. C'est pour ça que nous ne demandons que l'arrivée des investisseurs pour développer cet potentiel extraordinaire de notre pays. D'accord, donc un potentiel de 20 000 mégawatts, oui. C'est important pour ceux qui aiment les chiffres, encore plus leur symbolique. Alors si je vous disais de présenter le projet Lompangar, pourquoi le Cameroun l'a-t-il ambitionné? Il vient répondre à quel besoin? L'essentiel de l'énergie dans notre pays est de source hydroélectrique. Et la source hydroélectrique représente plus de 90% de notre source énergétique. Et sur ce potentiel, près de 70% sont sur un fleuve qu'on appelle la Sanaga. Et ce fleuve Sanaga a une particularité, c'est que son débit peut monter jusqu'à plus de 10 000 mètres cubes secondes en période de pluie, en octobre, et descendre à moins de 100 mètres cubes secondes en saison sèche. Nous avions estimé qu'il fallait régulariser ce fleuve en construisant des barrages réservoirs. C'est pour ça qu'avant Lompangar, on avait déjà construit 3 autres barrages, un barrage qu'on appelle Bamandjin, Mapé et Mbakao, et Lompangar avait été identifié dans les années 90 comme le seul ouvrage d'envergure permettant, disons, de monter le débit régularisé de la Sanaga à près de 1000 m3 secondes pour saturer Sonlolo et Idéas, qui sont les 2 centrales hydroélectriques les plus importantes sur cette Sanaga. Le déficit lié à la production est réglé définitivement par Lompangar. Il n'y a plus de délestage parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau, il y a même trop d'eau actuellement. Par contre, il reste toujours des coupures, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Ces coupures ne sont plus dues à la production, mais maintenant au réseau de transport, la distribution. Pourquoi au moment de la construction d'un barrage comme Lompangar, simultanément, on n'a pas lancé la construction du réseau de transport? Bon, disons qu'à l'époque, le gouvernement avait pensé que l'entreprise, l'opérateur, qui s'appelait à l'époque AES, devait développer le réseau de transport comme c'était dans son cahier des charges. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que maintenant le gouvernement reprend la main en créant une société publique de transport pour vraiment normaliser le réseau de transport en complément de ce que Lompangar fait pour régler la question de production. Alors maintenant il y a Lompangar. Comment peut-on objectiver son impact au niveau économique et social? Nous avons fait un calcul théorique qui démontre que le prix de revient du kilowattheure généré par Lompangar est inférieur à 20 francs. 20 francs CFA. C'est extrêmement bas. Et alors que le thermique revient à plus de 100 francs, parfois même jusqu'à 150 francs. Même le solaire, à un moment donné, avait un prix de 150 francs, mais il faut vous dire que le prix du solaire a baissé. Il est maintenant autour de 50 francs, 50-60 francs. Ce qui veut dire que dès que vous diminuez le coût de la facture énergétique, qui est un coefficient important dans la facture industrielle, vous optimisez donc le rendement des industries. Et il y a d'autres effets qui sont extrêmement importants pour l'industrie, mais c'est d'avoir déjà l'énergie sans coupure. Parce que quand on a l'énergie à 100% du temps, c'est une optimisation de la rentabilité de l'industrie. Tous ces bailleurs de fonds voulaient faire de Lompangar un modèle de développement industriel, de développement local. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup insisté pour qu'on ne se concentre pas seulement sur la construction du barrage, mais qu'on regarde les autres aspects. On est en train de lancer des projets importants
que nous appelons le plan de développement local, où nous multiplions au niveau des villages voisins des écoles, des centres de santé, des puits d'eau, des forages. Nous sommes en train de réhabiliter l'hôpital de Berthois sur financement de l'Agence française de développement. Nous sommes en train de construire des centres de santé partout dont nous apportons le développement. C'est pour ça que l'Ompanga n'est pas seulement un projet énergétique, c'est un véritable projet de développement intégré. Je vous invite fortement à aller sur le terrain parce que vous allez être surpris. Mais je ne vais peut-être pas gâcher la surprise, mais je veux quand même vous dire 2 mots. Parce que vous allez traverser une forêt et à un moment donné, vous allez tomber sur une ville qui n'est pas loin d'une banlieue parisienne. Nous allons prendre Théodore Sangou au mot, en nous rendant quelque temps après à Lompangar. On partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'auto. À plus de 400 km de Yaoundé, on retrouve en pleine forêt une cité nord-américaine. C'est la base vie de Lompangar. Un héliport, des aires de jeu, un restaurant, des logements pour le personnel. Ils ignorent qu'un jour il faudra mourir et qui se font surprendre au soir au bel. On ira partir. Quelques consignes de sécurité. Ceux qui ont déjà les problèmes de vertige, je suggère à ceux-là de rester dans le véhicule. Ensuite, l'arrivée sur le barrage lui-même. Restons juste nous deux. J'ai tant besoin de te serrer plus fort dans mes bras. Nous poursuivons notre caméra embarquée ici à Lompangar et avec nous Ibrahima Aman, 400 km de route pour venir découvrir ce joyau. Tout l'espoir se repose sur ce barrage qui est un véritable barrage, un véritable projet structurant pour le Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui avec passion parce que nous sommes fiers d'avoir réalisé un ouvrage de cette dimension, nous Camerounais. Alors vous avez parlé de projet structurant tout à l'heure. Dans cette phrase, j'ai retenu le mot structurant. On a pu observer un aréopage d'activités qui sont développées à la périphérie du barrage de Lompangar. Oui, tout simplement parce que Lompangar c'est un macro-projet avec des micro-projets. D'où le caractère structurant et modèle, parce que ça a été réussi dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre parce qu'on avait des normes environnementales et sociales extrêmement exigeantes de la part de nos partenaires financiers, notamment la Banque mondiale. Vous allez voir, Lompangar, c'est non seulement une réussite technique et technologique, comme vous avez vu l'ouvrage, mais aussi c'est une réussite environnementale et sociale. Quand on prend par exemple les questions environnementales, grâce à ce barrage, on a réussi à construire un grand parc qui va développer l'écotourisme dans la zone où sont logés essentiellement les grands primates, les gorilles et autres. Ça c'est le volet environnemental, mais aussi sur le plan social. Ça nous a coûté pratiquement 40 milliards de francs CFA parce qu'on a pensé que le projet Lompangar doit également tirer vers le haut le développement de la région de l'Est qui est très enclavée. Il faut préciser que c'est un grand barrage qui a été construit avec des dernières normes. Et aussi, l'exploitation est assurée uniquement par les Camerounais. On aurait pu penser que les expatriés seraient mieux placés pour exploiter, mais on se rend compte depuis plus de 2 ans et demi qu'on a bien pris la main, on a bien pris la conduite du barrage, des opérations de maintenance et d'exploitation. Lompangar a généré un gisement d'emplois important dont profitent en premier les jeunes Camerounais formés. Je suis arrivée à Lompangar depuis 2013, mais pour commencer le service, je suis venue ici en 2014. J'ai fait une demande de travail pour cuisiner pour les archéologues et on a accepté cette demande. Et c'est comme ça que je suis entrée ici, j'ai commencé à cuisiner pour les archéologues. 6 heures, je suis debout pour le repas des archéologues. Donc à 18 heures, j'ai fini et je viens me laver pour
contempler la belle vue de Lompanga. Donc c'est trop beau dans la nuit. Tout un village de pêcheurs s'est aussitôt constitué dans la proximité du barrage. Ils viennent d'autres régions du Cameroun, de l'extrême nord notamment, à plus de 1000 km de là. Mon ami Daïrou a attendu qu'on soit au milieu du fleuve pour me révéler la présence sporadique des crocodiles et des hippopotames. Grand moment de frayeur. Est-ce que je pagaie bien? Oui, c'est comme si vous étiez un pêcheur. Moi, je ne suis pas un professionnel, moi. Tu vois pas de place pour toi, pas d'avenir, pas de choix. Notre caméra embarquée se poursuit ici à Wami, c'est dans la banlieue de Lompangare. Il vaut bien toujours toucher la réalité du bout des doigts. Et si nous sommes là, c'est parce qu'on a pris rendez-vous avec un ami, c'est Daïrou, un pêcheur qui vient du Diamaré. Le Diamaré, c'est à l'extrême nord du Cameroun, plus de 1000 km qu'il a fait pour se retrouver là à Lompangare. Alors il va nous expliquer les motivations de sa présence ici. Ici, nous gagnons à peu près 100 000 par semaine. Or, à l'extrême nord, nous ne parvenons pas à gagner 15 000 par semaine. Donc chaque semaine, nous venons avec le poisson ici pour vendre. Et Lompangare, c'est un barrage qui nous a beaucoup aidés. Parce que quand nous étions à l'extrême, nous souffrons beaucoup. Quand nous arrivons ici, par exemple, par semaine, tu as 100 000 et tu peux faire tes besoins comme il faut. Et si vous avez le temps, je peux vous amener pour découvrir mon environnement. Ben, d'accord, on y va? D'accord. Mais à Lompangare, il n'y a pas que le barrage. Des fouilles archéologiques ont révélé une concentration de sédiments remontant aux origines de l'Afrique. Il y a une très longue activité archéologique à Lompangare depuis 2005. Déjà, il faut dire que le programme archéologique de Lompangare est l'un des programmes, sinon le premier programme archéologique dans un projet qui soit aussi complet. David Gwem est l'archéologue qui conduit les travaux, un ancien de la diaspora qui est rentré depuis et a l'air de s'être parfaitement intégré. Moi-même, je suis un ancien de la diaspora. J'ai passé plus de 10 ans en Belgique où j'ai fait ma thèse. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de revenir au Cameroun pour servir mon pays. Évidemment, ça n'a pas été facile, mais je pense que, comme dit l'artiste, tout se passe ici au Cameroun. Nous avons le devoir d'aller prendre la technologie, la science à l'extérieur et de venir la servir dans notre pays. C'est ce que nous faisons et ça marche très bien. Après Lompangare, nous arriverons finalement à Menveleu, un trajet de plus de 700 km, dont 600 bitumés. Nous marquerons un stop au poste de transformation de Job dans la banlieue des Bolova. Le poste de Bolo-Valazo dans la région du sud, par laquelle l'énergie sera transformée, ici au nouveau poste de Job, va permettre aux populations déjà du sud d'avoir de l'énergie. C'est pour ça qu'on parle du poste de transformation, où on va baisser de 225 à 90 pour desservir les villages et les petites entreprises, notamment celles qui font dans le bois, de la zone du sud. Et après, on va partir au niveau de Yaoundé et de Ala avec la 225 qui pourra desservir les zones du centre et du littoral. En théorie, les 115 premiers kilomètres sont achevés, réceptionnés, testés. Et là maintenant, nous sommes sur la phase 2, sur la ligne 2, où nous devons partir jusqu'à Ala et Nkulkumo, au niveau de Yaoundé. D'accord. Donc actuellement, les travaux sont en train d'être exécutés sur le tronçon 2, parce que le tronçon 1 étant achevé et testé.
Nous attendons justement que le tronçon 2 soit terminé pour pouvoir lancer de l'énergie sur le réseau camerounais. Regardez ce spectacle qui nous renvoie à une idée de féerie. Si nous avons marqué cette halte ici, c'est parce que nous avons pris rendez-vous à 3 km dans l'usine de production d'énergie avec de jeunes gens qui ont décidé de bâtir le Cameroun. Les ingénieurs camerounais sont impressionnants dans leur maîtrise de cet ouvrage titanesque. Le contrôle de tout le barrage, ça s'effectue à la seconde. Nous assistons au lancement d'une turbine. L'ouvrage semble faire la fierté des jeunes Camerounais qui ont repris la main à la suite des ingénieurs chinois, dont il reste cependant un petit contingent. La rencontre avec les Chinois, ce fut d'abord un choc culturel. Si j'avais un enseignement que j'ai particulièrement retenu des Chinois, c'est déjà leur assiduité à ce qui concerne le travail, la ponctualité déjà. Oui. Et lorsqu'on travaille, il faut être sûr de ce qu'on fait, parce que là, c'est leur règle. L'homme chinois, c'est quelqu'un qui bosse énormément. Il ne blague pas quand il faut travailler. Donc ce sont des aspects qui m'ont beaucoup marqué. Il fallait tout de suite se mettre à niveau. La communication dès le départ était difficile. Les Chinois sont renfermés, ils communiquent très peu en anglais et en français. Mais avec des efforts, on a pu créer une langue intermédiaire qui n'est ni le français, ni l'anglais, ni le chinois. Comme par exemple certains mots tels que maladie. Nous, généralement, on sait qu'être malade, il faut aller à l'hôpital, c'est pas bien. Mais pour eux, quand une machine ne fonctionnait pas bien ou bien où il y avait un problème quelque part, on faisait allusion à maladie. Donc ça fait partie. Il y avait aussi beaucoup de thèmes tels que pala. Il veut le travail. Les Chinois, c'est quelqu'un qui aime le travail. Quand tu bavardes beaucoup, il t'apprécie pas. Il commence à crier pala. S'il fait ça le premier jour, deuxième jour, tu finis par comprendre de quoi il était question. Eux aussi, de leur côté, se sont adaptés parce qu'ils mélangeaient un peu de chinois, français, anglais. Vraiment, c'était compliqué. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, je peux avoir une conversation avec un Chinois sans que ni celui qui parle chinois, ni celui qui parle anglais, ni celui qui parle français puisse comprendre. Pendant la formation, on a eu des difficultés diverses. Et puis, avec le temps, ça s'est amélioré par la bonne collaboration, l'assiduité, le respect entre les uns et les autres. Toujours à la poursuite des projets structurants du Cameroun, nous sommes avec le patron du barrage de Mainveleu, Dieudonné Bissot. Bonjour. Bonjour. Alors, très heureux d'être avec vous. Il y a un certain nombre de rumeurs assassines qui ont couru sur le barrage de Mainveleu. Vous allez nous aider peut-être tout à l'heure à tordre le cou à ces rumeurs. Déjà, première chose, le projet de Mainveleu était un réel défi pour le Cameroun. Est-ce que vous pensez l'avoir relevé? Oui, le défi c'était vraiment relevé, compte tenu de notre déficit énergétique au Cameroun. Et vous savez aussi que depuis longtemps, on n'avait pas conçu un barrage. Le dernier barrage remontait à l'année 84-85. Donc actuellement, nous sommes le premier barrage qu'on est en train de mettre sur pied au Cameroun. Alors quels sont aujourd'hui les impacts directs de ce projet pour la vie des Camerounais? Les impacts sont multiformes. Alors quand je parle souvent du projet Mainveleu, j'aime souvent parler de l'aménagement hydroélectrique de Mainveleu. Parce que l'aménagement a beaucoup de composantes. Il y a la digue principale avec des digues secondaires. Et il y a la centrale elle-même pour la production d'énergie de 111 MW installée. Nous avons le volet ouvrage et d'évacuation d'énergie. Ça lit aux tensions qui doivent ramener l'énergie de Mainveleu jusqu'à Yaoundé en passant par Ebola vers le poste de Diop. Il y a tout un écosystème. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'avantages au niveau de la zone. La localité, ne serait-ce d'abord la route que nous avons eu à bitumer. Donc, le barrage, la zone du barrage, dans plus du barrage, qui fait environ plus de 6 000 hectares, ces populations ont été indemnisées. Nous n'avons pas anticipé, on a formé des ingénieurs et des techniciens, des jeunes Camerounais,
croyons que c'est eux qui vont continuer à exploiter et à faire la maintenance. Les Camerounais vont constamment en Chine pour se faire former dans la construction de ces ouvrages. Et je vous dis, je suis celui qui les accompagne pour cette formation-là. Et nous n'allons pas seuls. Nous associons la Sonatrel, n'est-ce pas, qui dans le futur pourra exploiter cette ligne que nous sommes en train de construire en ce moment. Au projet MEVLE, c'est la jeunesse qui est présente. Nous avons des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens, et ceci répond à la volonté gouvernementale qui veut à ce que les jeunes participent au développement du Cameroun. Finalement, nous avons passé que de bons moments à MEVLE, d'où nous repartons à la recherche d'autres paradis confidentiels au Cameroun. Plusieurs entreprises ont fait du défi énergétique leur credo. Le cas du pétrolier Tradex, qui lance ce jour-là à Yaoundé un nouveau carburant moins polluant. Oui, ce jour, l'événement, c'était le lancement d'une ligne de produits que Tradex met sur le marché dès aujourd'hui. Il s'agit d'une ligne de carburant additivé qui viennent s'ajouter à la ligne de carburant classique que nous commercialisons sur notre réseau depuis 2006, où nous sommes rentrés dans la distribution des produits pétroliers. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun est un marché pour les produits pétroliers qui devient mature. Et nous avons pensé qu'il est temps qu'on puisse commencer à développer les gammes de produits que nous proposons à notre clientèle. D'abord, je dois dire que Tradex existe depuis 1999. Il se fait simplement qu'en 2006, nous avons un peu changé d'option stratégique. Parce qu'à la création, la mission de Tradex, qui reste sa mission traditionnelle, était d'aider à l'approvisionnement en produits pétroliers des pays enclavés de la sous-région d'Afrique centrale. Parlons de la diaspora camerounaise. Une partie importante des Camerounais de l'étranger contribue à sécuriser socialement les familles restées au pays. L'autre frange, elle, s'est illustrée ces dernières années par un discours contestataire permanent. Le discours contestataire a sa place parce qu'il nous permet de garder les yeux bien ouverts et les pieds bien sur terre. Le peuple camerounais est exigeant, donc plutôt que de, je dirais pas féliciter, mais de voir ce qui est fait, il n'arrête pas d'en demander davantage. La diaspora est composée des gens qui ont voyagé, qui ont vu ce qui se fait. Et là où ils vivent, c'est des pays qu'on a construits dans la durée. C'est des pays parfois qui ont été construits aussi sur du sang. La diaspora d'aujourd'hui est une véritable déception parce que vous voyez aujourd'hui que la diaspora s'est modifiée dans les réseaux sociaux. Elle a étalé sa vie, la dénonciation, la calomnie, la vaine critique, pas une critique constructive, parce que vous voyez que quand la diaspora critique, elle n'apporte pas de solutions. Pourtant, la critique est bonne, mais quand on critique, on doit apporter des solutions, mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Mais quand on voit par exemple la diaspora de nos aînés, de nos parents, c'était une diaspora constructive, c'était une diaspora vraiment qui apportait vraiment la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la liberté de penser a apporté aux Camerounais? La liberté de penser suppose que les gens pensent. À mon avis, les gens dépensent plus qu'ils ne pensent. Parce qu'on a la liberté de penser, mais il faut penser, il faut effectivement penser. Dans le jardin d'Éden camerounais, un pays en surabondance alimentaire, les forêts offrent toute une panoplie de solutions thérapeutiques. Bref, il y a tout pour y vivre heureux et en toute simplicité. Nous avons pris rendez-vous dans un restaurant avec le grand chef Émile Ngoulou. Et c'est notre reporter Kaïgé qui fera cette rencontre. Africa Time spécial Cameroun. Nous sommes à la place de l'hôtel de ville à Yaoundé, dans la proximité du restaurant Le Club Municipal. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre du grand chef Émile Ngoulou. Nous allons le cuisiner. Venez avec moi.
quelles sont les recettes avec lesquelles vous avez le plus de succès? Ça dépend de où on se trouve. Si vous venez au club municipal, la recette phare que tout le monde attend, c'est gentiment les beignets, les haricots. Si on me demandait quel est le mets que je préfère, moi, je veux dire, de ce que je propose aux gens, je dirais le caviar d'aubergine quand on prend des expressions savantes, mais en fait, tout simplement, en petit, en camerounais, on l'appellerait gentiment effidouzan. C'est une sorte de purée d'aubergine qui est mélangée à des arachides. Et quand on peut y mettre quelques écrevisses, des crevettes, très souvent, j'ai faim, là. Un peu de poireau, et surtout, à la fin de la cuisson, du basilic, et on laisse étuver un peu, pour moi, c'est un mets formidable. Maintenant, du Cameroun, c'est-à-dire quand je suis à l'étranger, parce que je ne trouve pas les aubergines que je veux utiliser. Évidemment, oui, il faut s'adapter à ce qu'il y a aussi je roule moi sur aussi place. Avec l'indolé. Mais c'est plutôt un indolé assez complexe, je l'appelle royal, parce qu'on y trouve et de la viande boucanée, et du poisson fumé, et des crevettes, et même de la viande fraîche, le tout ensemble dans l'indolé. On sait que l'indolé, c'est ce mets que l'on réalise avec des feuilles très amères au départ, mais que l'on a lavé progressivement, mélangé lui aussi aux arachides et cuit d'une certaine façon pour que l'on obtienne quelque chose de magnifique. Et surtout maintenant, c'est l'objet de mon invention d'ailleurs, maintenant que je peux mettre tous les mets que je rencontre sous forme de canapé, donc de finger food, même le ndolé, un canapé ndolé miondo fait très bien son parcours, comme en même temps on a les pistaches qui marchent très bien lui aussi avec le bâton de manioc. Les villes de Yaoundé, de Garoua, de Douala, de Maroua sont en train de se transformer peu à peu avec des travaux colossaux entrepris par les délégués du gouvernement régionaux. La voix du Cameroun à l'international est aussi portée par des ambassadeurs dignes et des événements comme le festival de cinéma dénommé les Écrans Noirs, organisé tous les ans depuis bientôt 26 ans. J'ai commencé par faire des films qui ont rencontré un succès certain au niveau international. Mon premier long métrage, Sangomalo, a été sélectionné à Cannes à un certain regard. Puis j'ai fait un film comme Le Grand Blanc de Lambaréné avec Marisa Berenson, André Vims, Alex Descas et d'autres, un très grand casting. Et alors je revenais un jour du Vietnam. Dans l'avion, j'avais présenté mon film au Vietnam qui n'était pas encore sorti au Cameroun. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert pour nous de faire des films que nos publics ne voient pas? D'ailleurs, vous verrez que lorsque vous voyez au niveau de la signature d'écran noir, nous disons des films par nous, vus par les nôtres, c'est-à-dire des films faits par des Africains, vus par les Africains. Et c'est comme cela que je décide donc de donner la possibilité aux Camerounais et aux populations d'Afrique centrale de voir au moins le film qui est lauréat du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. J'ai un ami qui est chef d'entreprise qui me dit, écoute, pour que les gens t'accompagnent sérieusement, il faut que tu fasses un festival. Et qu'autour de cela, on s'égrève. Et c'est pour ça que j'ai créé le Festival Écran Noir en 1997. Une certaine jeunesse camerounaise a embrassé l'objectif de développement de leur pays. Émilie Barga en est une parfaite illustration. J'ai tout d'abord observé un problème récurrent dans mon pays, celui que les jeunes, les fonctionnaires en général, n'arrivent pas à construire des maisons avant d'atteindre leur retraite. Et j'en ai entendu mes parents et aussi quelques-uns de leurs amis en parler. Et je me suis dit comment faire pour que les coûts de construction reviennent moins chers à cette population-là et aussi à nous, plus tard qui seront fonctionnaires ou qui auront d'autres emplois. Et là, j'ai pensé à différentes solutions, parmi lesquelles fabriquer des parpaings à partir de plastique recyclé. Cette idée m'est venue lorsque j'ai regardé sur le net des photos de la fondation Roger Mila, où ils fabriquaient déjà des pavés en plastique. Et je me suis dit, à partir de ce qu'ils ont fait, je pourrais apprendre à fabriquer d'autres matériaux pour permettre de construire des maisons à moindre coût.
pour le travail de sublimation d'autres jeunes comme Franck Mensa et son collectif Kamer Drone Boy ont fait de la diffusion des images valorisantes du Cameroun leur credo. Là, par exemple, voici un travail didactique qui a été fait, qui consiste à présenter une partie de l'histoire du Cameroun, je dirais l'histoire pour les nuls. Donc ce sont certaines dates fortes du Cameroun. On les présente sous forme de dessins animés. Donc rendre plus accessible l'histoire de notre pays de façon à la fois ludique mais aussi intelligente et amusante. Donc c'est le côté fun de la chose. Le Cameroun a engagé sa marche vers l'avant, mais au Cameroun, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et les autres qui voient le verre à moitié plein. Moi, je crois que beaucoup de choses ont été faites au Cameroun au cours de ces années billards. Nous avons eu de très belles années de paix, aujourd'hui passablement perturbées par les agressions terroristes. Nous avons eu la démocratie, nous avons eu la liberté. Ce ne sont pas des choses quantifiables, mais ce sont des choses essentielles pour l'épanouissement de l'homme. Donc, plutôt que de voir le verre à moitié vide, je crois qu'on devrait le voir plein aux trois quarts. On a tout pour remplir le Cameroun et que le verre déborde. Les grands États périssent dans la discorde. Les petits États grandissent dans la concorde.